Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Avant-dernière vidéo consacrée aux cartes mono-survivants. La première carte c'est Esprit Audacieux. C'est la... Ah tiens, j'allais dire c'est la compétence entraînée mais non. Enfin c'est la compétence mais elle n'est pas entraînée. Donc compétence de niveau 1. Pas d'icône, trait inné et développé. Tant qu'Esprit Audacieux est dans votre main ou attribue un test de compétence, elle gagne un nombre d'icônes de volonté égal à votre force et un nombre d'icônes de force égal à votre volonté. Donc les mêmes remarques globales que pour les compétences similaires dans les autres classes. C'est-à-dire que il va falloir l'attribuer de façon normale depuis la main. Parce qu'il n'y a pas d'icône. Donc normalement on ne devrait pas pouvoir l'attribuer. Sauf que le texte précise que la carte a des icônes quand elle est dans la main, et tant qu'elle est attribuée à un test. Sinon, vu les profils des investigateurs, ce sera à peu près tout le temps. Je suis en train de réfléchir de mémoire. Wendy, elle a seulement 1 en force, mais sinon pour tous les autres, ça devrait être au moins l'équivalent d'un courage inattendu pour les 2 compétences. Donc soit l'équivalent d'un cran mais sans la pioche, soit l'équivalent de maîtrise mais encore une fois sans la pioche. Carte bien évidemment très intéressante pour Silas Marsh, qui, si ma mémoire est bonne, est le survivant avec la pire volonté. Il a 2 de volonté, 4 de force, donc pour lui la carte pourra donner un plus 4 en volonté. Et ça l'aidera beaucoup à résister au deck de rencontre. Bon, en force, ça lui donnera seulement en plus 2, mais il a plein d'autres compétences à disposition pour améliorer sa force. Alors je disais, les traits ne sont pas les mêmes. Cette compétence-là, elle est très innée et développée quand plusieurs autres, peut-être même toutes les autres, je sais plus, ont le trait entraîné, le trait inné, évidemment, véritable survivant. Pour 3 ressources, on prend 3 cartes compétences innées de sa pile de défausse et on les renvoie dans sa main. Donc voilà, maintenant, Silas Marsh a à sa disposition une compétence qui peut booster de 4 sa volonté, qui va pouvoir récupérer dans sa défausse, et une compétence qui n'a pas de critères particuliers. Il avait déjà faites vos prières pour se donner un plus 4 en volonté, sauf que faites vos prières, ça nécessite de n'avoir plus que 3 points de santé mentale restants, et ça ne booste que la volonté. Là, il a une compétence qui, a priori, il a une compétence qui la plupart du temps servira pour ses plus 4 en volonté, mais qui peut, si nécessaire, servir au plus 2 en force. Voilà. Rien de plus à dire, hein. Cette vidéo va être très rapide. Deuxième carte, le sang appelle le sang. Un événement de niveau 2 qui coûte 1, trait pacté maudit, rapide à jouer après qu'un ennemi vous a attaqué, 1 max par attaque. Les dégâts et ou horreurs de cette attaque ne peuvent pas être assignés au soutien allié. Pour chaque dégât et ou horreur que vous subissez de cette attaque, piochez une carte. Bon. Donc il faut dépenser 2 XP pour mettre la carte dans son deck. Quand on l'utilise, il faut payer une ressource. On peut pas utiliser ses alliés pour encaisser, pour tamponner. Or, les survivants ont accès à Peter Sylvestre pour encaisser sans difficulté les horreurs, et éventuellement Jessica Hyde pour les dégâts. Alors on peut quand même mettre les dégâts et horreurs sur des soutiens non alliés, par exemple l'aplomb. Mais ensuite, pour chaque dégât et ou horreur subi de l'attaque, on pioche une carte. Alors, le truc c'est que je sais plus pour quelle autre carte je l'avais dit précédemment, le problème de certaines cartes, c'est que
Le problème de ces cartes qui ont un échange entre un coût et un gain, c'est que si on accepte si on accepte uniquement un coût faible, le gain est faible, et si on veut un gain important, le coût est important. Et là, en l'occurrence, par exemple, si le survivant est attaqué par un rat, c'est seulement un dégât, donc ça fera piocher seulement une carte. Pour un ennemi qui inflige un dégât et une horreur, ça fera piocher 2 cartes. Et si vraiment vous voulez avoir une carte qui vous fait beaucoup piocher, mettons piocher 4 cartes, ça veut dire qu'il faut se prendre 2 dégâts et 2 horreurs, qu'on ne peut pas mettre sur des alliés. Donc, alors éventuellement vous pouvez mettre ça sur précieux souvenirs et manteau de cuir, mais ça fait quand même beaucoup que vous acceptez de subir pour de la pioche. Bien évidemment, la carte est probablement la plus efficace chez Calvin Wright. Pour rappel, il a plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence pour chaque horreur sur lui, plus 1 de force et plus 1 d'agilité pour chaque dégât sur lui. Donc, il se prend une attaque, éventuellement il la provoque avec une attaque d'opportunité. Les dégâts vont augmenter ses compétences physiques, les horreurs vont augmenter ses compétences mentales, en plus il pioche des cartes. Ouais. Sauf que les survivants, ils ont quand même à leur disposition partir perdant. C'est de niveau 0, ça coûte 0. Réaction, quand vous initiez un test de compétences, incliné partir perdant, augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagnez 2 ressources ou piochez une carte. Alors, il faudra choisir attentivement les occasions dans lesquelles on l'utilise. Par exemple, on pioche, je crois que c'est Froid de la Crypte, qui fait défausser un soutien en cas d'échec au test. On a en jeu une lampe torche sans provision. On augmente la difficulté du test pour piocher une carte. On rate le test, on défausse la lampe torche qui de toute façon n'était plus utilisable, et voilà. Bon. Bien évidemment, en combinaison avec partir perdant, gardez courage, une compétence sans icône, un maximum attribuable par test de compétence. On peut attribuer cette compétence à n'importe quel test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Donc je reviens sur mon exemple. Ratez votre test de Froid de la Crypte ne vous gêne pas. Donc vous augmentez la difficulté pour piocher une carte. Vous attribuez gardez courage. A priori vous ratez. Et de nouveau, vous piochez 2 cartes et vous gagnez 2 ressources. Voilà. Et éventuellement la grosse carte de pioche, plus rien à perdre, un événement de niveau 3. Tiens, je suis en train de me dire... Non, rien. Je me plantais. J'étais en train de me dire, est-ce que Nathaniel Cho ne pourrait pas la jouer? Mais non, c'est Calvin Wright qui a accès aux cartes esprit jusqu'au niveau 3. Bref, plus rien à perdre. Un événement, niveau 3, qui coûte 0. Si vous avez moins de 5 ressources, gagnez des ressources jusqu'à en avoir 5. Si vous avez moins de 5 cartes dans votre main, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5 en main. Retirez plus rien à perdre de la partie. Donc quand vous n'avez plus de cartes, pour une seule action, d'un coup, vous piochez jusqu'à 5 cartes, en tout cas vous remontez à 5 cartes. Et il n'y a pas de contrepartie, c'est simplement que la carte, on va l'utiliser idéalement quand la main est vide. Donc pour en revenir à cette carte, le sang appelle le sang. Il faut dépenser de l'XP, il faut avoir la carte en main au moment où on se fait attaquer, il faut dépenser une ressource. On peut en utiliser qu'une par attaque, donc c'est-à-dire que si vous en avez acheté une paire pour 4 XP, donc afin d'avoir plus de chances de la piocher, il faudra jouer les 2 exemplaires sur 2 attaques différentes, donc accepter les 2 attaques. Je trouve ça beaucoup trop lourd, et Calvin Wright, certes les attaques, ça le renforce, sauf que la carte coûte de l'XP, au fil des scénarios il est assez probable que Calvin Wright se prenne des traumas, ne serait-ce qu'à cause de sa faiblesse. Alors, j'ai plus en tête la faiblesse, mais je crois que c'est soit on se prend
un dégât et un trauma physique, soit une horreur et un trauma mental. On va vérifier. Donc c'est l'autre. Voilà, donc c'est ça. Un dégât direct et un trauma physique, ou une horreur directe et un trauma mental. Donc, au fil des scénarios, Calvin Wright, il se prend ses traumas. Donc, il commence les scénarios avec des dégâts et des horreurs sur lui. Donc, plus les scénarios avancent, plus ça sera probablement risqué d'utiliser cette carte-là. À côté de ça, William Yorick, il peut jouer tank. Donc, normalement, il devra avoir manteau de cuir et précieux souvenirs, mais il faudra qu'il les fasse revenir en jeu en ayant vaincu des ennemis, et ça veut dire que chaque fois qu'il fait revenir en jeu un manteau de cuir, il fait pas revenir en jeu par exemple un flic en patrouille de niveau 2. Bon, c'est... Et enfin Daniela, c'est vrai que je l'ai pas particulièrement mentionné, mais bon, Daniela effectivement joue sur le fait de se faire attaquer par les ennemis. Après qu'un ennemi l'a attaqué, soit il inflige un dégât à l'ennemi, soit il lui échappe automatiquement. Sauf que, il me semble... Sauf que, alors d'après moi, si on joue à fond Daniela Reyes, on va provoquer des attaques. Enfin, que je dise pas de bêtises. Ouais, encore une fois, c'est un petit peu la même remarque qu'avec William Yorick. Certes, on provoque des attaques, mais a priori, on provoque des attaques. Donc on va se prendre des dégâts et des horreurs. Il va falloir les mettre quelque part. Elle a accès à Peter Sylvestre, elle a accès à Jessica Hyde. Avec ça, elle ne peut pas mettre les dégâts sur ses alliés, donc il faudra qu'elle ait d'autres soutiens d'encaissement. Du style... une raison de lutter pour les horreurs. Je trouve que c'est lourd, alors que encore une fois, Jessica Hyde, Peter Sylvestre peuvent très bien encaisser puis se soigner eux-mêmes. Donc au final, une carte qui ne me semble pas intéressante. Bon voilà, tout ce que j'avais à dire. Vidéo la plus courte depuis que je parle de cette boîte. Alors prochaine vidéo, qui sera probablement en ligne aujourd'hui, plus tard dans la journée, les 3 dernières cartes survivantes. Bon, moi en attendant je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.